Hello Touti, cet enregistrement pour démarrer une nouvelle série de vidéos intitulée C'est quoi la poésie? C'est ça, du con. Série de vidéos reposant sur un principe très simple. Les autodidactes parlent aux autodidactes de poésie. Ceux qui ont fait des études littéraires, ben, c'est pas forcément de leur faute, ils feront un effort. Et pour démarrer cette série de vidéos, je vous propose que nous nous rencontrions autour de monsieur Eugène Guizic, que vous croyez connaître sans doute. Guizic, je crois que c'est Petit Diable en breton. Bon, il se trouve que lui n'était pas si petit que ça, par la taille sûrement. Il est également assez laid, il en parle d'ailleurs dans ce livre étonnant. Et je vais partager avec vous quelques perles au milieu de plein d'autres trouvées dans ce recueil lu et relu. Donc, Livre en poésie, c'est un livre d'entretien avec Lucille Albertini et Alain Vircondelet aux éditions Le Temps des Cerises. Ça coûte 15 €. Vu l'importance de cet ouvrage, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas Guizic d'ailleurs, 15 € c'est rien. Voilà. Je vous remonte la couverture. Dans cet ouvrage, il est évidemment question du parcours d'Eugène Guizic, son parcours biographique, sa fourmille d'anecdotes. Il est question de ses erreurs. Il est question de la pauvreté qu'il a connue enfant. Il n'est pas question que de Bretagne, de Carnac, de menhirs et de cailloux. Voilà, ça c'est pour la caricature du grand-papa Schtroumpf breton qui fume la pipe en écrivant des presque haïkus sur la plage. Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Guizic, c'est un fils de gendarme. Il était né à Carnac, mais il a grandi en Alsace, ce qui est assez peu connu. C'est assez étonnant. Il y a beaucoup de choses étonnantes dans ce livre. Voilà, il va assez loin dans ce qui peut dire sa trajectoire personnelle. Il évoque même la période où il a eu, poétiquement, on va dire une période plus faible. Certains ont dit sous l'influence d'Aragon. Euh, il dédouane Aragon dans cet ouvrage, mais vraiment, il élude aucun sujet que d'habitude un monstre sacré de la poésie éluderait. Ceux qui en attendent un making-of ou un livre de recettes pour écrire de la poésie, bah, ma foi, ils trouveront quand même des choses dans cet ouvrage. Je vais vous lire un premier extrait. La scolarité de Guizic occupe une certaine place dans cet ouvrage. C'est décisif, en bien en mal. Donc l'extrait se passe pendant la Première Guerre mondiale et Guizic est en primaire. La guerre, nous les gosses, on ne s'en souciait pas beaucoup. Je me demandais seulement ce qu'on mettrait dans les journaux quand elle serait terminée. Mon instituteur a été tué dans les premiers jours du mois d'août. Il se conduisait avec moi comme une brute parce que j'écrivais mal. Il me faisait joindre les doigts et me tapait dessus très fort avec sa règle. Quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, c'est ainsi, tous ceux qui s'en prendront à moi seront maudits. Oui, j'ai eu cette conviction, la revanche de l'offensé. Mais tu avais 7 ans. Cet homme me punissait pour rien. Il était mort, c'était une juste punition. Bien sûr, je n'étais pas quelqu'un, mais je représentais quelque chose. S'en prendre à moi, c'était s'en prendre à cette chose. J'avais 7 ans, oui, et les enfants sont grands. Donc ça, c'est le début. Guizic passe au collège. En français, j'étais moyen. Je n'ai d'ailleurs jamais osé écrire selon moi, sauf un jour où je me suis aperçu à 8h moins le quart que j'avais oublié de faire mon devoir de français alors que je devais le remettre à 8h. On avait lu en classe, ce devait être en seconde ou en première, l'hymne de Chanteclair au soleil. Notre sujet était l'hymne du hibou à la nuit. Cette fois-là, j'ai pris une feuille de papier et je me suis laissé aller. Je n'avais pas le temps de composer, j'ai écrit une page et demie.
Le prof n'en est pas revenu. Il m'a donné 19 sur 20. Je m'étais laissé aller à écrire. Ma devise a toujours été « ayons la moyenne ». Je me suis toujours dit « je suis un enfant de pauvre, je n'ai pas à briller, je ne dois pas rater mes examens, ayons la moyenne ». Quand j'ai passé mon bac, il y avait 3 sujets. Un qui m'intéressait particulièrement, c'était la définition du romantisme. J'ai pensé, je ne connais pas l'opinion de mon correcteur, prenons la lecture commentée de Corneille. J'étais certain d'avoir 13. Ça, ce sont des réactions de pauvres. Est-ce que vous avez déjà lu ça ailleurs? On saute quelques années. Je vais vous lire sans doute un des passages les plus étonnants concernant les débuts de Guy Vic dans le milieu de l'édition. Et ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. L'extrait est assez long, je sauterai par une page à un moment donné, et accrochez-vous. Il arrive qu'on me demande comment je suis arrivé à me faire publier alors que j'étais un inconnu. Jusqu'à la guerre, je n'ai jamais envisagé de présenter un recueil. À cela, 3 raisons. 3. L'opinion que j'avais sur ce que j'écrivais, cela ne pouvait intéresser aucun éditeur. La décision que j'avais prise de ne jamais publier à mes frais, jamais. La certitude de ne pas être encore en possession d'un vrai livre. J'écartais la publication d'une plaquette. Donc, je travaillais et j'attendais. C'est alors que les hasards de la drôle de guerre ont voulu que je rencontre en 1939, au magasin d'habillement de la 7e section à Besançon, un écrivain que je connaissais pour avoir vu sa photo dans les nouvelles littéraires, que j'avais lu et que j'admirais. Marcel Arlan. Je saute un passage. « 1940. Donc, après l'armistice, je retrouve Marcel Arlan à Paris. Il me demande de lui remettre un manuscrit pour Gallimard où il avait repris ses activités. J'ai confectionné le manuscrit de Terraquet que j'ai un peu modifié par la suite en supprimant quelques poèmes. La confection même de ce manuscrit m'a aidé à prendre conscience de mon domaine propre. Marcel Arlan présente ce manuscrit chez Gallimard. Cette fois encore, Paulan n'est pas chaud. Mais Arlan bataille toujours. Paulan passe alors tous les textes inédits qu'il avait à Drieux-La Rochelle, son successeur depuis la défaite à la direction de la NRF. Et je reçois une lettre très enthousiaste de Drieux. J'aime beaucoup votre poésie, je la publie dans la revue. Si vous l'acceptez, je vous offre mon amitié. J'ai hésité. Je savais qui était Drieux. Je l'avais lu avant la guerre. Je savais qu'il avait été doriotiste et qu'il était l'ami des Allemands. Tout ça, je le savais et je voyais ce qu'il écrivait. Mais André Gide, Paul Éluard avaient collaboré à sa NRF. J'avoue que cela me tentait de publier, moi aussi, comme j'avais toujours rêvé de l'être dans cette revue. Mon ami Adler, communiste et résistant de la première heure, celui-là même à qui j'ai donné mon adhésion au parti peu de temps après, me conseilla de répondre positivement à la demande de Drieux. Je l'écoutai et j'allais voir Drieux qui me reçut très bien. Je peux dire qu'avec Drieux, j'ai été aussi attaché qu'on peut l'être avec un ennemi. Nous avons eu tous les deux, l'un pour l'autre, une grande affection. Dès le premier jour, il a su qui j'étais. Il connaissait mes sentiments. Tout de suite, il m'a dit « Vous êtes communiste ». Je lui ai répondu « Je ne suis pas membre du parti, mais c'est tout comme ». Il m'a exprimé plus tard, très tard, en juin 1944, son désir de passer à la résistance. J'ai transmis sa demande, on m'a ri au nez. J'ai vu Drieux chez lui, nous sommes sortis ensemble, nous avons vu jouer Electre. En général, nous ne discutions pas de politique. Quand je lui reprochais les crimes nazis, il me répondait que les soviétiques en faisaient autant. Lui se disait partisan du socialisme, mais il préférait aller au socialisme par le fascisme que par le bolchevisme, parce que selon lui, le fascisme était moins dur. Son suicide m'a fait beaucoup de peine.
J'ai beaucoup aimé Drieux. Naturellement, nous étions des ennemis, il le savait. Je le lui ai écrit un jour, je ne sais plus à quel propos, en citant une légende irlandaise très connue. Il s'agit de deux frères qui se battent à mort, deux frères qui se battent dans un ruisseau. Ils sont frères, ils se battent, ils s'arrêtent. Ils s'embrassent, ils se battent, ils s'arrêtent. Ils s'embrassent. Ils pleurent. Il faut que l'un tue l'autre. Je lui ai dit, voilà notre histoire. Pas équivoque nos rapports, jamais. Je lui disais, comment avez-vous pu écrire ça? Parce que ce qui me gênait, c'est qu'il était beaucoup plus affirmatif dans ce qu'il écrivait que dans ce qu'il disait. C'est ainsi que sur l'initiative de Marcel Arlan, avec le soutien de Drieux-La Rochelle, l'accord de Paulan et sur la décision de Gaston Gallimard, Terraquet a été publié en avril 1942 sur du très mauvais papier tiré à je ne sais combien, 2000 et quelques exemplaires sans doute. Un tirage assez vite épuisé. À l'époque, les gens lisaient les poèmes, il n'y avait pas beaucoup de livres, et puis en période d'horreur, on lit plus volontiers la poésie. Voilà. C'est peut-être pour cette raison que je suis très optimiste quant à l'avenir éditorial de la poésie dans les temps qui viennent. Voilà, donc c'est un livre d'entretien avec Eugène Guivic, c'est pas le seul qui existe, c'est le plus intéressant et le plus accessible. Jetez-vous dessus, c'est vraiment un ouvrage rare, de la part d'un homme qui se définissait comme un homme de la préhistoire. A bientôt pour de prochaines vidéos.